Apt, c'est une ville, il y avait à peu près 5500 habitants. C'est pas une région, au point de vue stratégique, importante. Les Allemands ont occupé en 1942, quand la zone libre a été ouverte, qu'ils ont tout envahi la France, quoi. Ils sont venus à Apt, ils sont restés quelques mois, et au bout de quelques mois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de caserne, il n'y avait pas de trucs, rien du tout. Au bout de quelques mois, ils sont partis en Italie. Ils ont été remplacés par des Italiens. Alors c'était plus folklorique, les Italiens étaient moins... Par contre, il y avait la milice et la gendarmerie qui étaient terribles, pour la simple et bonne raison qu'en étant dans une petite ville, tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait les opinions d'un, de l'autre. Alors au départ, c'est pas important, Apt. Mais quand il y a eu le débarquement de Provence, les Américains qui étaient à Alger ont anticipé en disant, quand les Allemands vont se replier, il y aura la barrière naturelle du Luberon. Le Luberon, il fait 60 km de long. Il part de Cavaillon et il va pratiquement jusqu'à Manosque. Et il y a une seule route qui coupe, qui va sur Pertuis, c'est la route de Marseille qu'on appelle. Et à partir de là, les Américains ont décidé, enfin les Américains, les Anglais, les Alliés, ils ont décidé d'armer les résistants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Des parachutages. Les parachutages, ils sont opérés sur les monts de Vaucluse. Il y a eu à peu près 250 parachutages, plus de 200 tonnes d'armes, armes, munitions, chaussures, vêtements, de quoi manger. Et pour arriver à avoir ces parachutages, être à l'heure et tout, il a fallu des agents. Alors il y avait des agents côté anglais, mais mon père était du côté américain, de l'OSS. C'est ça. J'ai vu ça dans le... Ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Est-ce que vous savez pourquoi votre père était du côté de l'OSS? Mon père était communiste, enfin tendance communiste. Mais il sortait du Stalag 17. Et je pense que quand il s'est mis dans la résistance, c'était plus pour se venger que pour... Enfin, il y avait une bonne part de vengeance. Parce que mon père était comme ça. Hein. Il s'est mis là-dedans. Et il a été recruté par Jean Fernand, qui était du côté de De Gaulle, des Anglais. Mais comme Jean Fernand n'avait pas... Il n'avait pas le personnel pour faire le travail de mon père il en voulait, disons. C'était un copain à Jean Fernand, même qu'il ne soit pas là, politiquement du même côté. Il a proposé mon père à des agents OSS qui étaient venus recruter. C'est devenu stratégique quand il y a eu la préparation du débarquement de Provence, la région d'Apt. C'est ça. Jusque-là, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Non. Et vous dites que votre père, donc, était dans les FTP. Vous diriez que, par ailleurs, les FTP étaient très bien implantés ici, ou bien c'était d'autres groupes, etc. Disons que ce n'était pas la tendance. La tendance, c'était plus du côté de Gaulle, avec tous les organismes, parce que les FTP, c'est les premiers qui sont rentrés dans la résistance, hein, et ils ne s'entendaient pas avec De Gaulle, disons. Il y a bien Jean Moulin qui a essayé de faire quelque chose, il a plus ou moins réussi, mais dans Apt, disons qu'ils n'étaient pas tellement bien vus. Pourtant, il y avait du monde. Alors, attendez, il faut peut-être quand même, si vous permettez, qu'on revienne un peu avant, parce que, alors, c'est qui votre père? Il fait quoi dans la vie? Il est d'ici? Non, alors je vous explique. Mon père est originaire de Saint-Chamond, dans la Loire. Il rencontre ma mère parce que ma mère, disons sa femme, avait une tante à Saint-Chamond. Et c'était bien quand on pouvait prendre un enfant dans la famille et l'envoyer pendant 6 mois chez la tante. Ça faisait une bouche en moins nourrir. C'était avant la guerre de 14, tout ça. Et donc, elle est partie en vacances chez sa tante.
Sa tante, c'est un peu rigolo ce que je vais vous raconter, elle était marchand ambulant avec son oncle. Il vendait des lacets, des chemises, des bas, des chaussettes. Et elle était très charmante, ma mère. Donc, elle était avec son oncle et sa tante, et Carmen, c'est son nom son prénom. Mon père l'a repérée. Et Votre père, à ce moment-là, donc, il travaille à Saint-Chamond? Oui, il était chauffeur. Il avait passé le permis assez jeune, et je crois qu'il servait les marchands de vin, parce qu'il y avait beaucoup de consommation de vin, les bistrots servaient des demi-litres de rouge, enfin c'était... Et donc, il a commencé à voir ma mère en allant acheter des chaussettes, et il se faisait servir par elle, et à l'époque, vous savez, quand on demandait la pointure, c'était avec le poing. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Ah, pour les oui, tout à fait. Il profitait de se toucher un petit peu, mais ça a commencé comme ça. C'est ça. Et puis, il allait à Saint-Étienne au marché, il allait voir à Saint-Chamond, il allait à Terre-Noire, à Saint-Julien-en-Jarret, un peu de partout. Là. Et puis ils ont bien fait connaissance, et l'oncle et la tante, ils y ont accordé une sortie. Ils sont allés dans une guinguette, et comme mon père, c'était un... Disons qu'il ne fallait pas y marcher sur les pieds, il avait son caractère, ça lui a servi pendant la résistance. Hein. C'est pour ça qu'il a été un peu recruté. Et un jour qu'ils étaient ensemble dans une guinguette, il y a eu un coup de sifflet, comme ma mère disait, c'était les Apaches qui sifflaient comme ça. Alors elle mettait les doigts dans sa bouche, et au moment où il y a le coup de sifflet, il y a eu une bagarre générale. Ma mère s'est trouvée au milieu du bal, mon père était au milieu de la bagarre, et ils se sont plus vus pendant, je ne sais pas combien de marchés. Alors elle croyait que c'était... Et puis en réalité, il est revenu la voir. Il lui a acheté une paire de chaussettes, et là, ils se sont mariés. Et comme ma mère ne se plaisait pas à Saint-Chamond, parce que le climat, à l'époque, c'était noir, il y avait le charbon, il y avait les aciéries de la marine, je suis monté une fois, j'en étais malade. Ma mère n'a pas pu rester, elle est restée 1 an et demi, où il y a ma première sœur qui est née à Saint-Chamond, mais après, ils se sont repliés chez sa mère à Apt. Et on est toujours restés. Du côté Châtagnon, c'est la Haute-Loire, c'est la Loire. Et du côté de Benoît, puisque son nom de jeune fille c'est Benoît, c'était Apt. Et eux, ils faisaient quoi du côté des Benoît, de leur activité? Les fruits confits. Les fruits confits. Apt, c'était une ville industrielle, c'était la ville, à l'époque, je parle du temps de la guerre, hein, c'était la ville la plus importante au point de vue industriel du Vaucluse. Avignon, c'était administratif. Carpentras, il y avait quoi? Les berlingots. Cavaillon, c'était les melons. Tandis que Apt, c'était des usines de fruits confits. Et il y avait plus d'une dizaine d'usines de fruits confits intramuros, c'est-à-dire dans Apt. Et toutes ces usines, c'était des gens, les patrons, c'était des familles. Les familles Bariel, Piton, Jomard, ça portait le nom de... C'était pas la société, non, c'était que des particuliers. Donc, votre première sœur est encore née dans la Loire, si j'ai bien compris. Oui, l'aînée. L'aînée, votre sœur aînée est née dans la Loire, en somme. Et puis, alors, ensuite, c'est l'installation ici. Il s'installe ici. Ma deuxième sœur, elle est née 3 ans après. Il y a la guerre. Mon père est rappelé comme tout le monde. Il a 34 ans. Il fait ça, il fait quoi dans la vie à ce moment-là? Chauffeur, toujours chauffeur. Toujours. Toute sa vie, il a été chauffeur. Avant, on disait camionneur. Oui, sûr. Voilà. Et donc, il est rappelé, il part. Quand il part, je crois qu'il doit partir sur Saint-Étienne ou la garnison, puisqu'il était recensé là-bas. Il laisse ma mère avec ses 2 filles, et ma mère est enceinte de moi. Avant qu'il soit prisonnier,
elle accouche, ma mère. Mon père est absent. C'est ma grand-mère, la mère de ma mère, qui me déclare à la mairie d'Apt. C'est pas mon père, il est absent. Donc, il va être fait prisonnier. On sait où il a été. Oui, j'ai tous les documents, tout ce que je vous dis, j'ai les documents. Hein. Alors il part à la guerre, il est affecté le 16 février 1940 au 39e bataillon de génie. Il est capturé le 25 mai 1940 à Calais. À Calais. Oui, à Calais. À Calais, ils se sont retrouvés à peu près 110 000 ou 120 000 prisonniers. Il a été affecté au Stalag 17A le 12 juin. Donc le 25 mai, il est prisonnier. Le 12 juin, il est au Stalag 17A, à côté de Vienne. J'ai tous les documents de la Croix-Rouge internationale. Hein. Parce que tous les documents que j'ai trouvé dans ces papiers une lettre toute abîmée, là, où il y avait attestation de prisonniers de guerre. Et puis il y avait un numéro matricule, 60 000. Et avec ce numéro, j'ai envoyé un mail à la Croix-Rouge internationale qui m'ont donné tous les documents. C'est-à-dire, dans les dossiers que j'ai, oui, voilà, j'ai trouvé ce document. Voilà, la Croix-Rouge internationale qui me répond. Vous voyez, elle me répond qu'ils ont bien reçu et ils m'envoient tout le libellé de mon père, où il a été fait prisonnier, tout ça. Alors il y a des documents, c'est des photocopies, mettons. Ce document, c'est un papier qu'on lui a fait remplir les Allemands, parce qu'il y avait 110 000 prisonniers. Alors ils ne passaient pas devant un planton qui notait, on leur avait donné des petits bouts de papier où ils mettaient l'adresse, tout. Ça, c'est le truc de capture. Et ce récépissé, c'est celui d'entrée au Stalag 17. Voilà. Alors donc, il est au Stalag 17, il mange mal, ils sont 110 000. Alors, une anecdote, c'est que sur Internet, j'ai vu qu'au Stalag 17A, il y avait l'acteur Bernard Blier avec lui. Alors, il n'a pas connu, hein, 77 000. Mais il est tombé malade, il a fait une occlusion intestinale. Il était condamné. C'est déjà des maladies qui sont assez graves, maintenant ça n'existe pratiquement plus. Mais à l'époque, 110 000 personnes dans un camp. Et en 1942, il y a Pétain qui reçoit un cadeau d'Hitler. Hitler veut faire un cadeau à Pétain. Il rend les cendres de Napoléon, du fils de Napoléon, de l'Aiglon. C'est pour faire un cadeau, pour faire voir qu'ils s'entendent bien. Alors, il y a un convoi. Alors là mon père fait le récit dans les documents que je vous donnerai. C'était un convoi avec un wagon d'apparat au milieu, avec les Allemands avec le casque pointu, enfin, la tenue folklorique, quoi. Hein. Et c'était un tombeau qui pesait dans les 800 kilos en bronze. Alors il est parti avec ce convoi, et Hitler a fait cadeau des gens qui allaient mourir, quoi. Les blessés qui restaient, qui étaient mal soignés ou pas soignés. Mon père était malade, il s'est trouvé dans ce convoi. Le convoi est passé par Paris en pleine nuit aux Invalides. Personne n'a voulu le recevoir. Ça a été fait en catimini. Et puis il a continué sur Lyon. Alors je ne sais pas si c'est sur Lyon ou sur Montpellier. Il est arrivé. Lui rare chose qu'il m'a raconté, c'est ça. Il avait un écriteau autour du cou en disant qu'il avait une occlusion. Ils l'ont opéré. Et puis ça en est sorti. Il est resté je ne sais pas combien de mois en convalescence, et quand il est venu à la maison, il était encore, je ne sais pas comment, s'il y avait un statut spécial pour les... Il était un peu comme blessé de guerre, il s'est mis dans la... Il a été repéré par les résistants, bien sûr, puis on le connaissait avant de partir. On connaissait son caractère,
Et c'est là que, en 42-43, quand les Américains ont décidé d'armer les maquis, parce qu'il y avait le maquis à Apt, c'était des résistants, mais c'était la guérilla, quoi. Chacun habitait chez eux. Quand il fallait un coup de main, ils se retrouvaient. Et puis il y avait le maquis Ventoux. Le maquis Ventoux, c'était dirigé un peu comme le Vercors. C'est-à-dire qu'il y avait des officiers. Il y avait un officier qui s'appelait Brunet, qui était de Sceaux, et il voulait diriger ça comme l'armée. Alors au lieu de se cacher dans des petits trucs, ben, mettons à Ison-la-Brousse, c'est un coin qui est... C'est un sanctuaire maintenant. Il y a eu 12 ou 13 résistants qui sont morts parce qu'ils cantonnaient là-bas. Ils avaient décidé de faire comme une caserne, quoi. C'est pas ce qu'il fallait faire. Les résistants, ils couchaient jamais au même endroit. Et eux, ils s'en sont sortis au Vercors. Moi, j'ai lu des livres où on dit que les jeunes résistants, ils arrivaient, ils étaient commandés par des anciens capitaines ou lieutenants de l'armée française. Ils montaient les couleurs le matin. Il fallait qu'ils cirent les bottes c'est pas la résistance, ça. Ah, par contre, quand il y a eu le coup de feu, ils étaient présents. Alors donc ça veut dire que votre père, lui, n'est pas partie prenante de cela, du Ventoux. Votre père, donc si j'entends bien, il est quelque part par là. Hein, oui, il est sur Apt. Il est sur Apt, oui, c'est ça. Ouais. Il habite à Apt. Il habite à Apt. Il habite avec sa famille ou... Oui. Mais il n'est jamais à la maison. Mon père dormait la journée et sortait la nuit. Alors donc les Américains, ils décident de parachuter des armes. Le débarquement, c'est en août 44. Le 15 août. Le 15 août. Et donc, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est quoi? C'est juin-juillet 44 à peu près, les parachutages, etc., au point de vue des dates. Oui, c'est ça. Au début, je vous dis, ils décident donc de parachuter. Mais pour parachuter, il faut trouver les terrains. Les terrains sont trouvés par les résistants d'ici. Parce que des fois, on vous dit qu'ils arrivaient de Londres, le gars qui arrivait de Londres, il ne savait pas la topographie, rien. Il y avait bien les avions qui étaient passés, mais pour avoir un terrain valable, il fallait qu'il y ait l'accès avec un camion, hein, pour sortir les armes, quoi, hein. Alors donc les résistants ont trouvé les terrains, et au moment où ils ont trouvé les terrains, il y a des gens, des agents qui sont arrivés de Londres, d'Alger, un peu de partout, et ceux-là ont homologué les terrains. Parce que beaucoup de temps, souvent on vous dit que c'est les gars qui arrivaient qui ont homologué les terrains, oui, mais c'est pas eux qui les ont découverts. Alors pour découvrir les terrains, c'est là que mon père devient garde-chasse. C'est un truc officiel, hein, avec le juge de paix qui signe. C'est pas un truc de société de chasse, hein. Alors, votre père trouve les terrains, ouais. Et l'homologation se fait par des gars qui arrivent de Londres. Voilà, de Londres. Enfin, oui, plus ou moins. Et qui vont dire, ouais, c'est une bonne idée, quoi. C'est ça. Voilà, une fois qu'ils ont trouvé les terrains, c'est homologué parce que il faut que les camions sortent. Je vous dis, il y a plus de 220 tonnes d'armes qui sont passées. Ça suggère ce que vous êtes en train de dire, il s'agit d'armer des effectifs qui sont quand même très importants, parce que vous parlez d'un tonnage là qui est costaud. Oui. Ça veut dire qu'il y a une résistance très forte ici. Oui, le plus qui ont récupéré des armes, c'est le maquis Ventoux. Puisqu'il y avait déjà un officier, c'était pas un gars comme mon père qui allait pouvoir demander des armes. Les armes sont arrivées beaucoup plus tard. Mais ils en avaient. Il y avait toujours moyen d'avoir des armes. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut qu'on évoque. Là, pour le moment, bientôt il va y avoir les troupes anglo-américaines, enfin américaines, mais pour le moment, la région est encore sous contrôle allemand. Oui. Comment ça se passe? Je veux dire, ça chauffe? Non. Le plus qui était dangereux, c'est pas les Allemands, parce que les seuls cantonnements allemands,
c'était à Cavaillon, à 30 km, et à Avignon, bien sûr. Alors donc, sur Apt, il y a eu des dénonciations par des gens. La voisine de mon père a dénoncé à un gendarme en disant qu'il y avait des gens qui venaient la nuit chez mon père. Le gendarme a averti mon père et on a déménagé, on est allé habiter à 10 km sur la route sur Rustrel. Mais il n'en a pas tenu compte, elle aurait pu passer un mauvais quart d'heure. Il y a eu des dénonciations, ça c'est certain. Mais ça veut dire qu'il y a donc quand même, probablement que c'est à partir de la fin 43 voilà. qu'il commence à y avoir pas mal de gars qui... Je me trompe, non, ça doit Voilà, être... c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des agents. Alors moi, mon père a eu des agents, il a eu contact avec des agents qui arrivaient d'Alger. C'était des Américains. C'est là qu'il y en a un, Jean Fernand, avait besoin d'une personne sûre, et puis il ne regardait pas mon père, c'était un casse-cou, pas un casse-cou, mais il prenait ses responsabilités. Et on lui a proposé d'avoir 3 radios. Attendez, on lui a proposé d'avoir 3 radios, ça veut dire qu'il était lui-même à la tête de quelque chose pour qu'on lui confie des radios, non? C'était un homme de main, uniquement. Il faisait partie son groupe FTP, il a été créé beaucoup plus tard. Parce qu'il a créé un groupe FTP, mon père. Et les FTP ont été en 1944. Il y a beaucoup de jeunes FTP qui venaient du port de Marseille. Parce qu'il a été en contact avec la CGT de Marseille, mon père. Et quand il y a eu le travail obligatoire, tout ça, ils sont venus se réfugier dans le Luberon. Un maquis de la Roche d'Espey, ça s'appelle. Et donc il a été... alors il y avait un regroupement à la Roche d'Espey et un au Tourette. Mon père s'occupait du Tourette. C'est là où il y a les photos, où il y a tout son groupe. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais quand donc, il a été recruté par un agent OSS, quand il a été recruté, il a bien dit qu'il était communiste, qu'il n'avait rien à voir avec les Américains. Alors le gars qui lui a... Parce que c'était un entretien pour voir s'il en voulait ou s'il n'en voulait pas, quoi. Et l'Américain lui a répondu, de toute manière, on ne regarde pas ça, on a un ennemi commun. C'est ça. Ce que je regrette, c'est que mon père ne m'ait pas raconté tout ça. Il a fallu que vous le reconstituiez. J'ai trouvé des renseignements. Ça a démarré avec le certificat de prisonnier de guerre avec son matricule. Là, c'est que la Croix-Rouge me répond. Puis après, je trouve sa carte de l'OSS. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait ça. Après, il a un certificat, une attestation de décoration. L'attestation de décoration qui est délivrée par celui qui a... Alors il a un nom, celui-là. C'était celui qui s'occupait de l'OSS à Alger du côté français. Parce que les radios, les 3 radios qu'on lui confie, mais on ne lui confie pas 3 radios en même temps. Hein. Enfin, on lui en confie, voilà. Ils ont tous fait des séjours à un cabanon. Le cabanon se trouvait à l'extérieur de la ville, mais à l'époque c'était perdu, quoi, derrière le cimetière. Sans eau, sans électricité. Et c'est là qu'il les mettait. Et quand il les mettait, il fallait qu'il y ait mon père pour monter la garde, en cas de quelque chose, et il fallait les nourrir. Alors, quand un radio arrivait, il y en a qui ont été parachutés, qui sont arrivés, mais pas sur Apt, un peu plus haut. Puis il y en a qui arrivaient avec le bus, quoi, comme des simples... Mais ils n'avaient rien, ils ne pouvaient pas se balader avec un poste radio. Alors chaque fois qu'il y avait un radio qui était affecté à mon père, il y avait un parachutage.
Le parachutage ne se faisait pas sur les monts de Vaucluse, il se faisait juste au-dessus d'Apt, des terrains qui avaient été homologués par les Américains. Et en allant au musée à Fontaine de Vaucluse, il y a le musée de la Résistance, je me suis aperçu que dans une vitrine, je ne sais pas si ça existe encore et ça a tellement changé, il y avait un conteneur métallique où il y avait marqué « Pour Toine ». Toine, c'était alias Antoine. Alors, il faut peut-être que vous disiez, parce que pour ceux qui nous écouteront plus tard, c'est important, des radios, mais des radios pour quoi faire? Enfin, au fond, ils étaient attachés à des groupes de résistance dont ils transmettaient les messages, c'est ça? Ils transmettaient les messages, ceux qui étaient avec mon père. Ils faisaient partie de l'OSS. Automatiquement, c'était des messages qui partaient à Alger, où il y avait... D'ailleurs, l'OSS a été créé à Alger, en 1942, je crois, hein, quand ils ont occupé l'Algérie, qu'ils étaient à Alger. Et donc, c'est à partir de cette date, tout part de 1942, l'OSS, hein, et à la fin de la guerre, c'est devenu la CIA. C'est dangereux. Vous avez dit que votre père surveille les émissions. Est-ce que vous avez idée du niveau de danger que ça a pu représenter pour ces gaillards et donc pour votre père? Oui, alors sur le livre, sur le livre, il est bien question où on dit que Châtagnon-Antoine a anéanti une patrouille cycliste. Là, j'en parle pas, mais c'est sur le livre. Ensuite, il parle d'une voiture Gognon. Alors la voiture Gognon, on va en parler un petit peu, ça se passe dans la combe de Lourmarin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la route qui traverse le Luberon, qui est très accidentée. Et il y avait un radio qui était avec mon père, qui était justement au maquis de la Roche d'Espey. Et cette radio a repéré le radio, avec leur truc qui tourne. Là, c'était une voiture carrée, là, avec un truc comme pour tourner les satellites. Là. Et ils ont eu le malheur de descendre là. Et quand ils sont descendus là, ils ne sont jamais remontés. Alors comment je sais l'histoire? Parce que c'est bien beau de raconter, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit « ton père il a fait ci, ton père il a fait ça ». Dans les années 50, ouais, je dois avoir 11 ans, il y a deux Allemands, la guerre est finie, bien sûr, il y a deux Allemands, et rien qu'à les voir, je savais qu'ils étaient Allemands. C'est terrible ça, hein? Ils sont venus à la maison demander Antoine Châtagnon. Et mon père n'était pas là. Il était envoyé par Jean Fernand, qui était celui des parachutages, et qui était devenu le maire d'Apt. Alors ça peut s'arrêter là, l'histoire. Et puis un jour, j'ai appris, mon père n'a jamais rien raconté, j'ai appris par Jean Fernand ou je ne sais plus qui, que ces deux Allemands étaient venus demander où ils avaient enterré les gens de la voiture Gognon. Donc, c'était vrai cette histoire. Et en plus, j'ai su par d'autres comment ça s'était passé. C'était dans la soirée, ils ont mitraillé la voiture, ils ont tué tout le monde. Alors, je ne sais pas s'ils étaient 2 ou 3. Toujours est-il qu'il y avait un gradé. Mais comme il faisait nuit, ils ont pris la voiture, ils l'ont envoyée dans le torrent qu'il y a, ils ont pris les corps, avec tout le matériel, et ils sont montés à la ferme, là où ils avaient le maquis, où ils se cachaient. Et comme il faisait nuit, ils ont dit, ben, on les enterrera demain. Alors j'avais 10 ans, donc ça marque quand on vous raconte ça. Ils ont pris les corps, ils les ont mis sous une bombe. Vous savez, une bombe, c'est les rochers. C'est pas une grotte, mais c'est un avancé de rochers. Là, on est à l'abri. Là. Alors ils ont posé là les corps. Et quand ils sont venus le lendemain matin pour les enterrer, eux, ils ne mangeaient pas beaucoup, les résistants. Mais les renards, les chiens errants et tout. Alors comme ils étaient ensanglantés, hein, ils étaient morts.
eh bien, il y avait les chiens et les renards ou je ne sais pas quoi qui avaient mangé les mollets, qui avaient mangé les bons morceaux, quoi. Alors ils les ont enterrés, et ces deux gars qui étaient venus justement pour savoir où ils étaient enterrés, c'était des spécialistes. Parce que mon père, qui était un peu brut de fonderie, hein, comme on dit, leur a dit, mais vous ne pouvez pas les laisser, ils sont tranquilles là. Alors le gars, il a dit, non, non, mais c'est notre métier, il parlait très bien français d'après lui. Ils arrivaient du désert de Libye, où il y avait eu beaucoup de combats, beaucoup de morts, et il leur racontait, alors ça m'a marqué, parce qu'il disait que quand ils arrivaient sur des lieux de combat, c'est que du sable, et il disait il suffisait qu'il y ait un petit morceau d'os, le vent, on voyait un petit truc, ils arrivaient à trouver les ossements, parce que le sable avait tout balayé, et ils cherchaient, ils prenaient les... Alors il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors, parce qu'il fallait les trouver, ils étaient portés disparus, les successions ne se faisaient pas, il fallait attendre, je ne sais plus, 15 ans ou 20 ans, et certainement que l'officier, la famille, quand c'est un simple soldat, qu'il soit disparu ou qu'il soit mort, c'est pareil, il n'y a pas de succession, mais quand si ça se trouve, il avait une industrie, il avait un commerce, et c'était tout bloqué. Alors ils les ont enterrés, ils les ont repris, ils ont mis dans des petites boîtes, ce qui restait. Voilà. Pourquoi ça, c'est certain, ça. Jusqu'à présent, nous sommes, si je veux dire, nous sommes entre nous, c'est-à-dire que le débarquement n'a pas encore eu lieu. Et puis le débarquement va survenir. Voilà. Alors, d'autre part, je fais remarquer qu'à ce moment-là, vous êtes de quelle année? J'ai 4 ans et demi. Donc vous n'avez pas de souvenirs? J'ai des trucs marquants qui m'ont marqué parce que à partir de la libération, quand les Américains sont arrivés à Apt, je me souviens d'un gros camion qui recule dans notre petite rue. C'était un GMC, d'après ce qu'on m'a dit. Un chargement de nourriture, de rations. C'était des petits cartons comme ça, pas plus haut, cerclés avec un ruban en fer. Le commandant qui est arrivé, je le voyais grand, quand on est petit, on le regarde comme ça. Alors, il avait un casque, le camion avec le chauffeur. Il a pris dans la cuisine qui était la moitié, pas la moitié, là, comme ça, il y avait la table, la cuisinière pour faire la cuisine. Il est rentré, il a posé le carton sur la table, il s'est tourné, il y avait un crochet pour la cuisinière, alors le crochet servait pour le bois. Et puis il y avait un tisonnier. Le tisonnier, c'était pour le charbon, je me rappelle, parce qu'il fallait, de temps en temps, il me faisait faire ça, là. Il a pris le tisonnier, il a mis sous le clin-clan, et quand il a relevé, ça a claqué. Vous savez, quand ça fait un bruit aigu. Et ce son, je l'ai toujours gardé dans l'oreille. Alors pourquoi? Avec le recul, je sais pourquoi maintenant. Parce que quand il a ouvert, il a dû me donner ou du chocolat, ou un truc sucré. Je ne connaissais pas, moi, le sucre. Car on avait encore les tickets de rationnement, hein. On ne connaissait pas ça, les petits. Il vous a distribué à tous autour de vous? Ah, je ne sais pas, à moi, je sais qu'il m'a donné ça, et ça m'est resté en mémoire. Après, alors mon père racontera sur son interview qu'il a donnée, que je vais vous confier après, il a expliqué que c'était le commandant de libération d'Apt, qui s'appelait Henry Hyde. Retenez bien ce nom, Henry Hyde. Et ce commandant, il était colonel, je crois. Henry Hyde, c'est lui qui était adjoint de l'OSS à Alger. Alors, comme mon père avait rendu beaucoup de services et qu'il était là, il est venu personnellement le remercier. Ce gars recherchait mon père. Il a demandé à un voisin, et le voisin est venu dire à mon père « Oh, il y a un militaire qui est gradé qui veut te voir ». Alors, il l'a invité à la maison. Et puis quand il a vu la famille, bon, la famille c'est simple, il y avait mes 2 sœurs qui étaient assez grandes, elles avaient 17 ans à peu près. Il y avait mes 2 sœurs, ma mère qui tenait ma sœur qui avait 1 an et demi dans les bras, et moi qui avais 4 ans et demi. Et il lui a dit, c'est à vous tout ça? Il a dit oui.
Alors il a appelé son ordonnance, et c'est là qu'il est revenu, le gars, avec un camion plein de rations. Alors mon père dit qu'on en a rempli la maison. Une pièce complète de carton, où il dit qu'il y avait du bacon, je ne sais pas ce que c'était ça. C'était une sorte de jambon, si je me souviens bien. Ouais. Et il dit que, sur le commentaire, il dit qu'on en a eu pour plus d'1 an de nourriture. On a dû en distribuer un peu à tout le monde. Là. Bon, il y a forcément eu un moment, ce qu'on pourrait appeler un entre-deux. Les Allemands, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de partir, et puis les Américains arrivent, enfin il y a de la bagarre forcément entre les deux. Voilà, exactement comment ça s'est passé. Quand ils sont arrivés de l'autre côté du Luberon, ils auraient très bien pu, les Américains, prendre la combe de leur marin et venir directement sur Apt. Mais ils se sont retrouvés à l'extrémité du Luberon, du côté de Pertuis-Manosque. Enfin, ceux qui devaient venir dans la région, parce qu'il y en a qui sont partis sur Toulon, sur Marseille, c'est ceux qui les importaient, les ports, tout ça. Mais ceux qui venaient pour partir après les Allemands, ils comptaient remonter sur Grenoble par la route des Alpes. Et plus ou moins ignorer Apt. Mais les Allemands qui étaient sur Avignon, Cavaillon, surtout sur Avignon, ils n'osaient pas remonter en Allemagne en suivant le Rhône parce qu'ils étaient à découvert. Donc ils ont pris la vallée du Calavon, qu'on appelle, par là où vous êtes arrivés, avec le Luberon, le Mont de Vaucluse, et ils comptaient prendre la route des Alpes, qui est plus... Mais ils savaient qu'il y avait les Américains. Et les Américains ont été contactés par une jeune femme qui s'appelait Bouquier pour venir sur Apt. Et quand ils ont su qu'à Apt, il y a eu tous ces parachutages, tout ça, les Américains ont décidé, un gradé, a décidé de bifurquer et de venir sur Apt. Donc les Américains étaient à gauche et les Allemands y venaient. Alors il y a eu des accrochages. Et puis un beau jour, il y avait mon père qui était du côté du Luberon, avec ses FTP, ils étaient une trentaine ou peut-être plus, je ne sais pas combien ils étaient. Ils ont vu arriver 2 chars Sherman, avec une Jeep, un officier. Ils ne les attendaient pas, et l'Américain, il ne venait pas pour parader, hein. Ils ont voulu descendre sur Apt, les 2 chars. Et quand ils sont arrivés au niveau à l'entrée d'Apt, ils se sont aperçus sur la route les traces des chars tigres. Et quand ils ont vu que c'était des tigres, ils ont fait demi-tour parce qu'ils n'avaient aucune chance. Ils avaient des canons de 150, je crois. Les Américains, je ne sais pas combien, 60 ou 75, ils n'avaient aucune chance. Donc ils sont remontés. Ils sont arrivés là où il y avait mon père. Mon père les a fait placer à la côte, mais tout ça c'est inscrit dans les livres, hein, à la côte 330, où ils surveillaient l'entrée d'Apt. Comme les chars, ils ne savaient plus par où il fallait passer. Il y en a qui arrivaient à Apt, qui faisaient demi-tour, qui repartaient de ce côté, mais c'est surtout par là, le Mont de Vaucluse qui voulait partir. Et donc, à un moment, il y a eu une colonne qui est arrivée, allemande, automitrailleuse, mais il n'y avait pas de chars. Les 2 chars Sherman se sont mis en position, c'est mon père qui les a placés. Il a fait placer pour faire voir, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas la région. Hein. Ils ont tiré 30 obus sur ce convoi, sans les atteindre, parce qu'ils étaient à des kilomètres, c'était pas la précision. Hein. Mais ils ont démoli la coopérative de blé. L'entrée de Salignan, d'un endroit où on appelait le château. Mais les Allemands, quand ils ont entendu les canons des chars, ils ont dit les Américains sont arrivés dans Apt. Ça fait qu'au lieu d'y avoir des grands combats dans Apt, il y en a eu, mais ça a été un peu spécial, quoi. Il y a eu des morts, il y en a eu 7 ou 8 le jour de la libération d'Apt. Mais c'était des accrochages, quoi, la guérilla. Parce que ça veut dire que les Allemands ont renoncé à prendre l'itinéraire qu'ils avaient initialement prévu parce qu'ils croyaient qu'il y avait des Américains... Exactement, mais ils savaient, quoi. Ça a dû être signalé. Ils étaient à 10 km.
à 10 km. Alors quand ils sont arrivés, il y a eu, les Américains sont rentrés d'un côté, et il y avait encore des Allemands dans Apt, ça tirait de tous les côtés. Alors un coup c'était les Américains qui étaient là, un coup c'est... Vous savez, l'histoire des drapeaux qui sont... on mettait les drapeaux, on les enlevait. Enfin, c'était un peu la panique. Est-ce que votre père est directement impliqué dans des combats? Oui, quand il y a eu la libération d'Apt, avec les chars qui sont là, et puis après ils sont descendus à Apt. Bon, ils n'ont pas fait... Enfin, moi, il ne m'a jamais raconté. Hein. Je ne peux pas savoir s'il a fait le coup de feu, s'il a tué des Allemands. La patrouille cycliste, j'ai aucune preuve, alors donc je ne l'ai jamais cité. Je le cite parce que c'est dans le livre, c'est pas lui qui le raconte, parce que mon père n'était pas capable de faire un commentaire, comme j'ai fait moi, et de le donner à celui qui a rédigé le livre. Le seul qui lui a donné la possibilité, c'est Jean Fernand, le chef des parachutages, qui, comme il n'est pas trop cité là, parce que ça c'est plus de tendance de communiste, ça, que de De Gaulle. Il est cité, mais pas beaucoup. Il a carrément fait un livre où il raconte l'histoire de la SAP, de service action parachutage. Ça s'appelait la SAP. Il y avait un gars qui s'appelait Camille Rayon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Camille Rayon qui était le chef de la région 2. La région 2, elle partait de Nice et elle allait, je crois, jusqu'à Nîmes. Et lui s'occupait de tous les parachutages. Je ne sais pas s'il y avait la Drôme avec, je ne sais rien, s'il faisait partie de la R2. Et il s'occupait de tous les parachutages. Mon père le connaissait très très bien, ils se connaissaient, ils ont fait un tas de trucs ensemble, quoi, je ne sais rien. Toujours est-il que Jean Fernand était celui de la région d'Apt, juste sur Apt. Voilà. Et mon père a participé, bien qu'il ne fasse pas partie de la SAP, à 185 parachutages la nuit. Alors il partait la nuit, enfin il partait le soir ou la journée, et tant il arrivait à 10h du matin, à midi, il allait se coucher, puis il repartait le soir. Les radios qui ont été envoyées, moi j'en ai trois certaines, il y en a plus, mais il y en a 3 certains avec les noms, tout. Leur boulot, c'était d'émettre d'Apt, parce que c'était un coin tranquille, puisque je vous dis que les Allemands n'y étaient pas, c'était pas stratégique, c'était un endroit idéal. Ça se passe avant le débarquement de Provence, bien entendu. Et ils faisaient état de l'armée allemande, de dire sur Avignon, il y a tant de divisions de chars, sur Cavaillon, il y a tant de trucs. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient en vélo. Des vélos qui étaient parachutés. Quand il y avait le radio qui était affecté à Apt, il y avait un conteneur qui arrivait avec un vélo démonté dedans. Alors ils partaient en vélo, ils partaient d'Apt, souvent sur Avignon, il y a 52 km. Hein. Alors pourquoi ils partaient? Alors, après j'ai su que quand ils étaient en vélo, c'était le truc le plus sécurisé, parce que quand ils voyaient de loin qu'il y avait quelque chose qu'on les avertissait, ils balançaient le vélo dans le fossé, puis ils foutaient le camp. En voiture, c'était pas possible. Puis il n'y avait pas beaucoup de voitures. Alors ils allaient à Avignon, ils faisaient leur petit topo d'espions, hein, et quand ils revenaient à Apt, ils émettaient au cabanon. Alors dans les trois, il y a Maurice Lévy. C'était un juif. Mon père, dans les commentaires, vous savez qu'il est un peu brut, mon père. Hein, et il dit qu'il avait un juif avec lui. Mais moi, j'ai trouvé le nom, et sur Internet, c'est bien lui. Lui, il s'est fait prendre à Nîmes. Nîmes, il y a 100 km. Alors il était parti pour 2 ou 3 jours. Hein. Il s'est fait prendre à Nîmes. Il a été fait prisonnier, ils l'ont envoyé au Beaumet. Au Beaumet, il est resté un certain temps, et puis un beau jour, il est parti à Signes, dans le Var, où il y a un charnier de résistants. Ils en ont, je ne sais pas combien ils en ont tué. Lui, il a fini sa vie là. Ensuite, il y en a un deuxième qui s'appelait Robert Rouet. Et à la fin de la guerre, comme c'était un gars exceptionnel, il arrivait à faire des postes radio avec
des fils de cuivre, je sais, il bricolait tout. Il a été recruté par Paul-Émile Victor pour partir en Terre Adélie, en Antarctique, comme radio. Parce qu'à l'époque, il communiquait qu'en Morse. Hein. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Alors comme c'était un spécialiste, il est parti avec Robert Rouet. Il est parti avec Mario Marais. Le chef, c'était Mario Marais. Et tout d'abord parce que nous l'avions construite de nos mains. En ces endroits perdus de la terre, la nature ne montre que son côté brutal, sans pitié. Et pour subsister, nous avons dû user d'obstination, de ruse et surtout de patience. Longue patience de l'hivernage, heure après heure, jour après jour. Le temps se mesurait pour nous à la croissance d'un petit chien élevé au biberon, qui devint notre mascotte après la mort de sa mère dans une tempête. Le livre que j'ai là, ici là, c'est l'histoire de l'OSS. On parle de mon père, on parle du cabanon où il y avait les radios, et on parle de Robert Rouet, qui était parti avec Mario Marais en Terre Adélie, et un jour, Robert est parti avec des scientifiques avec le poste radio, qui était en bakélite, c'était un nouveau poste américain. Ils sont partis pour des scientifiques, hein, ils mesuraient un peu tout, là. Mais il y a eu un mauvais temps qui s'est levé, ils se sont pratiquement perdus. Alors il avait le poste radio pour communiquer avec la base, mais le poste radio américain, il ne marchait pas. Alors dans le livre, là, il y a marqué qu'ils ont été sauvés par le poste radio que Robert Rouet avait au cabanon d'Antoine Chatagnon. Il avait gardé son vieux poste radio, qu'il avait confiance, et ils ont été sauvés comme ça. C'est des anecdotes, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est des anecdotes. Alors après, il y a le dernier, qui est décédé le 19 août, à quelques jours de la libération, avant les combats d'Apt. C'était Jean Naville. Alors ce Jean Naville, mon père lui avait dit... C'est fini, il y avait eu le débarquement depuis 4 ou 5 jours, les Américains n'étaient pas loin, c'est pas la peine de prendre le vélo, parce que là, les Allemands, ils tournaient de tous les côtés, ils ne savaient plus par où partir. Alors donc, il n'a pas écouté mon père, il est parti en vélo, et il y a une grande ligne droite, là, je ne sais pas si vous avez dû voir, là, la plus grande ligne droite quand on vient ici, qui fait à peu près 7-8 km. Il arrivait tranquillement à tomber dans la soirée, et à 7 ou 8 km, il y avait des combats. Il est arrivé en vélo, et il a pris une balle perdue. Il n'allait pas pour se battre, il n'était jamais armé, hein. Ils n'avaient pas de papier, ils avaient juste un laissez-passer, un faux truc, ils n'avaient pas d'armes. Il s'est pris une balle perdue, et dans les combats, il y a 12 résistants qui sont morts. Ils arrivaient de la Roche d'Espeil, là où il y avait mon père. C'était des jeunes qui voulaient tuer des Allemands avant la libération. Alors ils sont partis la fleur au fusil, avec un bus scolaire. Ils ont pris le bus scolaire avec le chauffeur du bus. Ils se sont fait coincer sur la nationale là, que vous avez pris, là, la grande route. Ils sont tous, il y en a qui étaient sur le bus, où il y avait les bazookas, il y avait tout un tas de trucs. Quand ils se sont fait mitrailler par les automitrailleuses, la première chose qu'ils ont fait, ils sont sautés du bus, ils n'ont pas pu faire demi-tour avec le bus, et ils se sont fait massacrer. Et au milieu de ça, il y avait le radio que mon père protégeait. Donc ce Jean Naville n'écoute pas mon père, au lieu de rester tranquillement à Apt, il n'écoute pas mon père, il prend son vélo, pour aller voir par où s'échappaient les chars allemands. C'est surtout les tigres qui les intéressaient.
Il se fait tuer à Coustelet, au milieu de ce combat, enfin une balle perdue, il ne devait pas être au milieu du combat, mais il a pris une balle perdue. Ils les ont tous enterrés dans une fosse commune à un petit village à côté. Et mon père, il ne m'en a jamais parlé de ça. Mais par contre, moi je suis un peu testouillard, comme lui. Et comme je savais que un était décédé, il était à Signes, l'autre était parti avec les expéditions pour les 1000 victoires, qui était vivant, que j'ai jamais retrouvé, Robert Rouet. Il restait Jean Naville. Jean Naville, je savais qu'il était de la région lyonnaise. Et bien, j'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à tous les Navilles que je trouvais dans la région lyonnaise. Et finalement, vous avez trouvé? Et j'ai trouvé les nièces, bon, ils sont tous décédés. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois qu'il n'y avait pas... Ta mère était décédée déjà. Hein? Oui, il y a un an et demi. Un an et demi. C'est ça. Alors je suis tombé sur les nièces qui me racontent exactement l'histoire, parce que j'ai les mails qu'elles m'ont envoyés. Alors j'apprends que... bon, elles s'excusent de tout ça, et elles me racontent que... Bon, parce que Jean Naville, ici, dans la région, c'est un illustre inconnu, personne ne le connaît, c'était un espion, comme on dit, hein, au SS, il est sur aucun monument aux morts, c'est à Coustelet il y est. Le monument de Coustelet, il y est parce qu'ils ont bien été obligés de le mettre avec les 12 qui étaient... Alors j'apprends que son frère, à l'époque, quelques temps après, vient à Apt voir mon père pour récupérer le corps de Jean, de son frère. Mon père fait le nécessaire, et là, ils prennent le corps et ils l'enterrent à Jussieu-en-Jarret. Jussieu-en-Jarret, j'apprends, d'après le mail, qu'il y a une rue qui porte son nom, de Jean Naville. Dans cette rue qui porte son nom, à l'époque, sa mère tenait un homme d'enfant. Dans ce homme d'enfant, il y avait des petits juifs. Et longtemps après la guerre, les petits juifs qui étaient là, qui sont devenus grands, ont fait une demande pour qu'elle soit déclarée comme juste. Elle a été déclarée comme juste, mais quand elle a été déclarée comme juste, elle était décédée. Est-ce qu'il y a des juifs qui ont été classés? Oui, il y en a eu. Il y en a eu, mais on n'en parle pas beaucoup. Il n'y en a pas eu énormément, mais je sais qu'il y a eu des juifs qui ont été sauvés. Je crois qu'il y a Bezol, hein, tu sais, la famille Bezol, qui ont été déclarés comme justes. Qu'est-ce qui se passe pour votre père après-guerre? Voilà, la liberté revient. Qu'est-ce qu'il va, je veux dire, est-ce qu'il va reprendre le même métier qu'avant? Comment ça se passe? Ben, quand la guerre est finie, on le met comme garde civique. Pour la bonne raison que les gardes civiques, c'est eux qui récupéraient les armes. Alors donc, il a essayé de récupérer les armes de ses résistants à lui, mais il y en a beaucoup qui les ont gardées. Hein. Et je vous raconterai une histoire plus tard au ce sujet. Donc, il est garde civique. Je crois que la dernière action qu'il a fait, c'est quand il y a eu le change de monnaie. Vous savez qu'on a changé l'argent. Et ça s'est passé en quelques jours, qu'il y avait une certaine somme C'était un peu pour voir ceux qui avaient mis de l'argent de côté, marché noir et tout. Mettons, ils avaient droit à changer que 500 000 francs. Mais il y avait des combines, il y avait le cousin qui venait, enfin, c'était folklorique. C'est quand ils ont remis les vrais francs en compte. Parce que... il ne faut pas oublier que les Américains avaient essayé de foutre leur monnaie. Hein. Ils voulaient faire une colonie de la France. Hein. C'est pour ça que les communistes, ils n'étaient pas trop d'accord avec eux. Hein. Justement, puisque vous en parlez, vous m'avez dit tout à l'heure votre père était communiste. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu un père qui était militant, c'est-à-dire qui était souvent en réunion ou en choses comme ça, ou bien c'était juste la manière selon laquelle... Non, moi j'étais trop petit. Mais je sais que des réunions, il en a eu, mais pas politiques. Parce que quand il y avait les réunions, il y avait les réunions avec tous les responsables qui étaient... Ben c'est simple, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le tableau du conseil municipal, quelques jours avant la libération d'Apt.
Il y a tous les trucs. Alors, il y a le SMUR, il y a GRA, il y a tous les trucs, il y a FTP, il y a la CGT. Non. C'était des réunions contre les Allemands, pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et après-guerre, franchement... Ah ben il est rentré dans le rang. Il est rentré dans le rang. Il a pris son camion, enfin il n'était pas son compte, hein. Il était ouvrier. Vous savez, mon père, quand il est décédé, il touchait le Fonds national de solidarité. C'est-à-dire qu'il gagnait ce que gagnaient les clochards. Alors autre chose, c'est qu'il aurait eu la possibilité, parce que quand vous lirez son interview, vous verrez, il y a un passage où il raconte que le Hyde, ce fameux qui a fait l'OSS, avec un autre, ils sont deux. Lui, Hyde, au départ, c'était un avocat au chemin de fer de New York, Henry Hyde. Et puis pendant la guerre, il rentre dans la guerre, il s'occupe de l'OSS. C'est lui qui amène le camion avec les vivres à Apt. Et puis après, il se perd un peu de vue. Enfin, il fait son travail, il court après les Allemands, il libère une partie de la France. Puis un jour, il revient à Apt. La guerre est finie. Il arrive avec une voiture américaine et un chauffeur dans mon quartier. Les voitures comme ça, on n'en avait jamais vu. Il invite mon père à l'hôtel du Louvre. C'était le plus grand restaurant-hôtel qu'il y avait à Apt. Parce que même qu'il soit communiste, ils étaient quand même copains. Mon père a accepté, il est allé manger avec lui, et puis après, je sais qu'il lui a fait une réflexion, mon père. Il a dit, Henri, la prochaine fois que tu viens, parce qu'il parlait très bien le français, Henri, hein, il a dit, la prochaine fois que tu m'invites au restaurant, si le chauffeur ne mange pas à notre table, je ne viens pas. Il est devenu, enfin, vous rappellerez le nom, vous irez sur Internet, Henry Hyde. Henry Baldwin Hyde. Il faut mettre Henry B. Hyde. C'est ça, d'accord. Il vous raconterait tout. Alors il est arrivé cette fois-là et il lui a donné une certaine somme d'argent à mon père. Parce que mon père avait fait un genre de coopérative, parce que les employés qui travaillaient à l'ocre, ils ne mouraient pas de faim, mais ils ne mangeaient pas à leur faim. L'ocre, c'est un travail où on attrape la silicose, donc ce n'est pas les gens du pays qui travaillaient dans les usines de fruits confits qui vont travailler à l'ocre. C'était des Espagnols, des Italiens, ils étaient tous beaucoup du village de Gargas. Alors l'association, les résistants qu'il y avait, ils font une réunion et ils expliquent qu'il faudrait faire une coopérative. Alors pour faire la coopérative, c'est pas compliqué. On demande 20 francs, on fait une certaine somme à tous les commerçants, aux bouchers, aux boulangers, aux épiciers, et avec cet argent, on distribue à ceux qui en ont besoin. Alors, il allait chez les commerçants. Bon, quand il y allait, ils n'y allaient pas tout seuls. Souvent, ils y allaient avec une mitraillette. Ils étaient presque obligés de donner. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent de donner comme ça pour faire cette coopérative. Henry Hyde revient donc après la guerre, le restaurant, avec une certaine somme d'argent qu'il donne à mon père. Mon père se trouve avec une fortune. Alors, pour arriver à faire les comptes, parce que c'était tout noté dans des cahiers, hein, il se fait aider par son copain qui s'appelait Kézak. Kézak, c'était un journaliste, Raymond Kazak. Et il est allé rembourser tous les commerçants. Et chaque fois qu'il avait, d'ailleurs c'est sur les papiers que je vous donnerai, chaque fois qu'il arrivait, les commerçants ils disaient « On était sûr qu'on ne reverrait plus notre argent, tu es honnête, tout ça. » Mais ça ne l'a pas empêché que de toute sa vie, il n'est jamais arrivé à s'acheter une voiture, mon père.
Moi, j'avais une voiture neuve, j'ai voulu y donner, qu'est-ce que c'était déjà, la Ford, l'Anglia. J'ai voulu donner l'Anglia et il commençait à perdre un peu la vue, il n'a pas voulu. Il n'a jamais eu une voiture à son nom. Une moto, pour aller travailler au barrage de Donzère à Mondragon. Que certainement son patron lui a payé la moto et il lui retenait sur sa paye. Parce que là, il n'était plus chauffeur, mais c'était un meneur d'hommes. C'était un chef d'équipe. Il ne savait peut-être pas comment il fallait faire ça, mais il savait donner les ordres et se faire respecter. Et alors, il a travaillé au barrage de Donzère à Mondragon au moment où il faisait l'écluse. Je crois que c'était la plus grande d'Europe ou un truc comme ça, là où il y a l'usine Blondel, l'usine électrique. Voilà le caractère de mon père. Alors donc, à partir de là, une fois qu'il y a eu les billets, tout ça, qu'il a fait son boulot, il a été convoqué une ou deux lettres qu'on lui demande de rendre les armes. C'était le maire d'Apt, pour le relancer un peu, parce que ça... Et après, ça tombe à l'eau. Mais il n'a jamais perdu l'esprit de résistance, parce qu'il m'a laissé un testament. Quand il est sur son testament, il a marqué qu'il veut être incinéré. Donc il passe au crématorium. Moi, je récupère les cendres et je le porte à dos d'homme au maquis de la Roche d'Espeil. Alors il fallait partir du sommet du Luberon, descendre dans la vallée, remonter de l'autre côté, éparpiller les cendres dans le maquis où il était. Je savais où il était, moi. Il a jamais... Il a gardé le contact avec... Et justement, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que tous ces copains de la résistance, après-guerre, ils ont continué à se voir ou... Oui. Mais il y avait une association. Ils ont fait une association. Et cette association, elle a perduré jusqu'à... Il y a un mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une dame qui était présidente, qui était parent avec un nommé Garcin, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un résistant. Mais il n'y avait pratiquement plus de résistants, ils étaient pratiquement tous décédés. Ils n'arrivaient plus à porter le drapeau aux cérémonies, et c'est moi qui le portais. Alors je l'ai porté pendant je ne sais pas combien de temps, et puis un beau jour, elle a décidé de dissoudre l'association. Ça s'appelait Amicale des résistants du secteur d'Apt. Et moi, j'avais le drapeau à la maison. Et un jour, elle me voit, elle me dit « Bon, monsieur Chatagnon, il faudra que vous alliez au musée de la résistance de Fontaine de Vaucluse pour qu'il récupère le drapeau et qu'il le mette dans les archives. » Et moi, j'ai dit « Le drapeau, je ne le rends pas. » Comment? Non, le drapeau, je le garde, et chaque fois qu'il y aura la fête de la libération à Apt, avec la commémoration au monument aux morts, le drapeau, il y sera, avec les autres. Et puis, elle ne m'a jamais rien dit, j'ai gardé le drapeau, puis un jour, il y a un copain, c'est Blacher, celui qui fait les illuminations un peu de partout dans le monde entier, là, un bon copain, qui était résistant avec mon père. Et j'y explique, il me dit mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis finalement, je l'ai écouté, j'ai téléphoné à 2 ou 3 que je connaissais, que leurs parents étaient résistants, on était 7 ou 8, on a fait l'association, on s'est retrouvés une quarantaine, et pendant 7 ans, j'ai été le président, secrétaire, porte-drapeau de l'association. Et puis quand mon épouse a été fatiguée, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'ai démissionné, mais j'ai trouvé un président pour me remplacer. Et puis celui-là, il est resté 2 ans et puis il a arrêté. Quand on est petit, enfin, quand on est jeune, la ville n'était pas importante. Je vous dis, il y a eu toujours 5 000, 6 000 habitants. On savait que mon père était résistant. Puis il était craint, mon père. Parce que c'était bagarreur. Donc c'était une figure locale, mais il était connu pour être un peu violent. Mais moi, je disais,
Et je savais qu'à la maison, il y avait des armes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme arme? Il y avait un Remington, fusil Remington de l'armée américaine. Il y avait 2 baïonnettes. Il y avait un Colt qu'un officier, peut-être Hyde, mais là je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas qui c'est. C'était un Colt barillier, long comme ça, 1,2 kg. Il tirait des balles 11,43, le même calibre que la Thompson, que la mitraillette. Et il avait un pistolet qui basculait avec un canon comme ça. Alors moi, quand je suis petit, je disais, mon père, il a un pistolet de cow-boy. Et le barillier, c'est les cow-boys. Un pistolet de corsaire, puisqu'il y avait la crosse en bois, un canon comme ça. Et en réalité, c'était pour mettre des fusées pour les parachutages, pour envoyer comme des feux de Bengale ou je ne sais pas quoi. Là. Oui, je vois très bien. Et alors, quand on est petit, le copain, ouais, tu es ça. Et puis on était à la ferme à côté d'Apt, à quelques kilomètres d'Apt, au moulin de Moragne. Et puis un jour, on a décidé avec... son père voulait aller aux champignons, alors il a dit, ben on va au moulin de Moragne. On n'habitait plus là-bas, on habitait déjà à Apt, mais il y avait toutes les armes là-bas. Alors pendant que son père a ramassé les champignons, nous on est allés à la ferme avec Claude Pelin, Coco Pelin. On est monté dans la chambre. Dans la chambre, il y avait, moi j'ai un souvenir, c'est pour ça que des fois on me dit c'est pas possible. Il y avait une armoire qui était incrustée dans le mur. Il n'y avait que la porte qui longeait le mur. Là. Alors là, j'ouvre, il y avait la mitraillette, il y avait le Remington, il y avait 2 fusils de chasse, un 12 et un 16, après j'ai su ça, et puis il y avait le Colt, ce qui nous intéressait. Mais le plus, c'est que c'était toujours chargé. Alors on a pris le pistolet, le Colt, on est descendu, on s'est mis dans le couloir pour ne pas sortir dehors, pour ne pas se faire voir, mais il n'y avait personne. Et à tous les deux, on avait les oreilles qui faisaient... Son père, qui était aux champignons, a entendu un coup de feu, mais il n'a pas, en principe, un fusil de chasse et un Colt, c'est pas la même son. Hein. Quand on est un peu... enfin, basta. Lui, il est venu, il nous a dit... Bon, on a vite pris le pistolet, on a tout caché, on a fermé, tout. Puis il est arrivé, il a dit, bon, on rentre parce qu'il y a des chasseurs. Alors donc, on est rentré, mais l'histoire n'est pas finie. C'est que Coco, là, le fameux Coco Pelin, là, celui qui était venu avec moi, il n'a rien trouvé de mieux que de le raconter aux autres collègues. Et les autres collègues, c'était pas des tendres. Il y avait notre quartier, et puis le quartier à côté, où c'était pas des voyous, mais disons que c'était presque. Et il a fallu que je les mène à la campagne. Alors, je les ai menés à la campagne, j'ai ouvert, on est monté dans la chambre, il y avait le Colt, il y avait tout. Non, le Colt, il n'y était pas. Il y avait la mitraillette, le fusil de guerre, et 2 fusils, un 12 et un 16. Ils ont pris les fusils, ils ont pris des poignées de cartouches qu'ils ont mis dans les poches, direction le poulailler. Là, c'était en quelle année? En 47, 48. J'avais 7-8 ans. Quand on est arrivé au poulailler, feu à volonté, on est rentré dans le poulailler, bam, 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 ça a tiré, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se trompe de cartouche, vous savez, les 16 et les 12. Il a dû mettre une cartouche de 12 forcée dans le 16, ça a bloqué. Branle-bas de combat, on a tout reposé. Et on est retourné en ville. Mais mon père qui donnait à manger aux poules, quand il est venu, quand il a vu le carnage, parce qu'à l'époque, il y avait encore les tickets de rationnement, hein, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour manger. Hein. Il a ramassé toutes les poules, il les a mis dans un sac, certainement un sac en jute, il les a ramenées à la maison, et il est allé porter plainte. Alors à l'époque, il y avait un commissariat à Apt. Maintenant, il n'y a plus le commissariat, il n'y a que la gendarmerie et la police municipale. Alors il a fait la déclaration, mais ça a été vite fait l'enquête. Hein. Quand ils ont vu le sang, et puis
quand il y a 7 ou 8 gamins qui partent d'Apt, 10 km sur la route, on a été repérés et tout, ils se sont aperçus qu'ils ont convoqué mon père en disant que j'étais dans le coup. Alors il a retiré sa plainte. Il n'y a pas eu de réprimande, rien. C'est curieux ça. Oui, oui, on peut le Il ne dire. m'a pas foutu de rouste, rien. Par contre, il m'a fait plumer des poules. Et j'ai mangé des poules à en mourir. Parce qu'on n'avait pas de frigidaire à l'époque. Pas de glacière. Alors on les faisait cuire. On les mettait dans un placard où il y avait un peu d'air dans la cave qui venait. Et on a mangé. Voilà, ça c'est une anecdote. Vous pouvez le raconter, ça. Ça, c'est... Quand il y a eu que le débarquement de Provence, les Américains, ils ont mis le paquet pour larguer des armes. Alors le premier fantaisiste, c'est un avion américain qui devait déposer ses parachutes sur le plateau. Celui-là, il a pris la vallée entre le Luberon et les plateaux. Et le plateau des Monts de Vaucluse. Il était perdu, parce que l'orientation en pleine nuit, c'était pas évident. Hein. Et il se trouve qu'il y avait une usine de soufre à 4 km d'Apt. C'est une usine que les Allemands faisaient tourner pratiquement jour et nuit. Et cet avion, la moitié du temps, c'était des Dakota. Il est arrivé dans cette vallée, il est arrivé d'en haut, et quand il est arrivé au niveau de l'usine, il a vu une colonne parce qu'ils n'étaient pas hauts, hein, une colonne de personnes avec des lampes. Et ils ont dit, c'est là qu'il y a le terrain, ils n'ont pas eu le temps, et ils ont envoyé, en principe, ils ont envoyé une vingtaine de containers chaque fois, hein, 22, 24. Ils ont envoyé des containers. Et les gens qui étaient dans il y avait un champ, ils longeaient le champ, ils ont vu arriver ces conteneurs. Bon, ça tombait, parce que ça tombe, quand ça tombe. Hein. Ils ont eu le réflexe de les récupérer, de les cacher dans le bois, et comme c'était le secret de Polichinelle, tout le monde connaissait celui-là, il est résistant, celui-là. Tant qu'il n'y avait pas de dénonciation, je vous dis, mon père a été dénoncé, il a eu la chance, et donc, ils ont caché et ils ont vu Jean Fernand, le chef, le responsable. Jean Fernand, il était content, c'était pas prévu. Il a récupéré les 20 containers et puis il a embauché pour travailler à la SAP, c'est-à-dire ceux qui récupéraient au lieu de travailler la nuit dans cette usine de soufre, parce que là c'était pareil, ils respiraient le soufre. Hein. Il les a pris, il les a montés à la gare de Hamon, là, il y a 1000 mètres le plateau là-haut. Pour être là pour les parachutages à la nuit. Et dans ses commentaires, Jean Fernand, il dit que ça a été les meilleurs éléments qu'il a recrutés. Alors donc là, ils ont balancé comme ça. Une autre fois, quelques temps après, 4 heures du matin, un avion qui descend toujours du même côté, hein, il arrive au-dessus d'Apt. Alors, à Apt, c'est le blackout, hein. Donc, il n'y a pas de lumière, mais il y a juste une avenue qui est éclairée, c'est celle qui va à l'hôpital. Le gars qui est chargé de repérer, il voit ces lumières, il ne cherche pas à comprendre, hein, il est peut-être un peu plus haut que d'habitude, il balance les containers en plein au milieu d'Apt. Il tombe des... Alors il y a la... Ici vous avez la gendarmerie, là vous avez la route qui va à Marseille, là vous avez la route qui va à Avignon. Et ici c'est la gendarmerie. Ils commencent à larguer, les containers tombent là, tout le long de la route, de partout. Bien entendu les gendarmes qui n'étaient pas pour, enfin, après ça s'est arrangé, tout le monde a ramassé, c'est là qu'après ils se sont retrouvés avec des mitraillettes chez les gens qui n'avaient rien à voir avec la résistance, il y en a qui ont récupéré. Et là, j'ai le rapport de la gendarmerie. Là. Alors là, ils vous disent le 16 juin 1944, vers 4 heures du matin, du matériel de guerre parachuté a été découvert aux abords immédiats d'Apt, c'était dans Apt. Après le passage d'avions venant du sud et volant à faible altitude, 11 cylindres en carton bouilli de 1,50 m
Alors ils disent des fusils de guerre, des mitraillettes, des mitrailleuses, des explosifs, des grenades et des munitions pour fusils, mitrailleuses et mitraillettes. Ça c'est le rapport du commandant de gendarmerie qui fait son rapport à Avignon. Le lendemain, ils viennent récupérer tout ça. Mais entre-temps, dans la nuit, le commandant de gendarmerie et le responsable des parachutages se sont arrangés pour déclarer que ça.